Conakry, 21 décembre 2017, bonsoir. Comme annoncé, l'émir du Qatar est arrivé en début de soirée à Conakry. Son Altesse, cher Tamim Ben Hamad, a été accueilli par le président de la République, professeur Alpha Condé. Et puis, l'actuelle luminosité de Conakry fascine plus d'un citoyen, tout comme l'année dernière. Cette année aussi, le gouvernorat de Conakry illumine de Conakry à Kassa. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'a été lancée la deuxième édition de Conakry Ville Lumière. Ce soir, le best-of de la rédaction porte sur la crise migratoire. Nous y avons consacré beaucoup de traitements avec des angles intéressants. Le retour sur quelques bouts chocs, c'est dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette rencontre hebdomadaire gouvernementale permet de passer en revue les différents dossiers d'actualité en cours dans le pays. Compte rendu, Bernard Tonguino. À Sékou-Touréa, la vie de la nation est débattue par l'exécutif. Sur la table, les différents sujets d'actualité sont passés en revue par le gouvernement. La séance est ouverte par le message du président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a félicité Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale pour les résultats significatifs de la réunion du groupe consultatif tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2017. Le chef de l'État a insisté pour que les mécanismes de passation des marchés publics soient améliorés afin de permettre une plus grande absorption des sommes qui ont été collectées à cette occasion. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la sécurité et de la défense de mettre à profit les nouvelles dotations en matériel et équipement pour éradiquer le grand banditisme caractérisé ces derniers temps par des enlèvements contre rançon. Le chef de l'État a invité le ministre en charge de l'urbanisme à vérifier systématiquement que les nouvelles constructions à Conakry sont compatibles avec le projet Conakry 2040. Le président de la République a demandé au ministre en charge des transports de veiller à ce que la Guinée soit en conformité avec les règles de l'IATA. Après le chef de l'État, le Premier ministre introduit le compte-rendu des sessions interministérielles des 12 et 19 décembre dernier. Les chefs des départements s'expriment sur les dossiers en cours. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger évoque les résultats des travaux de la commission mixte des coopérations Guinée-Algérie. Des travaux qui ont abouti à la signature d'une dizaine d'accords de coopération dans plusieurs secteurs. Autre communication, celle du gouverneur de la Banque centrale. Lonseni Nabé a évoqué la nécessité de créer une société nationale de réassurance et d'une société nationale d'assurance agricole. Une commission de réflexion travaille à cet effet. Le gouverneur a précisé qu'à l'issue des consultations, la commission a proposé de fixer le niveau du capital social de la société pour un départ à un montant de 20 millions de dollars américains, répartis comme suit: État guinéen 25%, acteurs privés guinéens 35% et partenaires techniques et financiers 40%. Sur cette base, la Banque centrale a adressé des courriers aux acteurs concernés. Il a soutenu que le ministère de l'économie et des finances a marqué son accord de principe pour les 25% dans le capital de la future société. Les autres partenaires, tout en saluant le projet, souhaitent obtenir le plan d'affaires, le cadre de gouvernance et la stratégie de réglementation de la société avant toute prise de décision. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil demande au ministère concerné de prendre des mesures nécessaires pour déconcentrer le système de passation des marchés publics. Cette nouvelle procédure doit permettre que ces opérations se déroulent désormais au sein des départements ministériels sous la supervision d'une structure de contrôle et de suivi. Le Conseil demande au ministère en charge des mines, en relation avec le ministère de la Communication, le gouvernorat de la ville de Conakry et les services de sécurité, de faire libérer les emprises de la voie ferroviaire en commençant par une campagne de sensibilisation des populations.
Je vous le disais en titre, l'émir du Qatar est arrivé ce jeudi en début de soirée à Conakry. Son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamad, a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Doha et Conakry. Mahmoud Bari. L'émir du Qatar à Conakry, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en début de soirée. Après le salut du tricolore national, ici à l'aéroport international Conakry-Bessia, l'hôte du président de la République a passé en revue un détachement des forces armées guinéennes. Cette première visite de travail et d'amitié de son Altesse, l'émir du Qatar, en Guinée, vise à raffermir les relations de coopération entre Doha et Conakry. Professeur Alpha Condé et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani mettront à profit ce déplacement pour raffermir l'amitié, mais surtout le partenariat. Situé sur une petite péninsule baignée du golfe Persique, le Qatar a une population estimée à 3 millions d'habitants. Cette visite sera l'occasion de signer d'importants accords de coopération entre les autorités guinéennes et qataries. L'émir entend diversifier les partenariats économiques avec la Guinée. Déjà, les domaines de l'éducation, de la santé, les mines, l'énergie et la sécurité alimentaire sont ciblés. Après ce premier tête-à-tête ici à l'aéroport de Conakry, professeur Alpha Condé et Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont pris le chemin de la résidence de l'hôte de la Guinée. Les acteurs politiques et les partenaires au développement étaient cette semaine à Boké. Ils ont animé une conférence avec les représentants des formations politiques, ceux de la société civile et les administrateurs territoriaux. La démarche vise à vulgariser le contenu et la portée de l'accord politique du 12 octobre 2016. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. Les acteurs politiques et les partenaires au développement s'engagent contre les violences en période électorale en Guinée. Pour ce faire, un système d'alerte et de réponse rapide est mis en place. La stratégie du comité de suivi de l'accord politique consiste à amener les populations à la base à s'approprier le contenu et la portée du document consensuel du 12 octobre 2016. Cette initiative collégiale consistait, après Conakry, de transporter dans les régions le contenu du dialogue, les acquis du comité de suivi. Et mesdames et messieurs les préfets et les gouverneurs, les sous-préfets, les maires, conviés au chef-lieu des régions administratives, devraient retourner dans leur préfecture, dans leur sous-préfecture, pour faire la démultiplication. Nous, quand les observateurs, soit des États-Unis, des Européens, l'ONU ou les organisations africaines, nous sommes ici pour aider avec ce processus, pour aider la Guinée pour compléter les idées qui étaient faites dans votre constitution. À travers ce forum, les enjeux et les défis de l'accord politique semblent bien perçus par les responsables locaux à tous les niveaux. Ils s'engagent à leur tour à élargir les enseignements reçus pendant cette rencontre. C'est une activité à saluer et à encourager parce qu'elle permet vraiment à toutes les parties, opposition et au mouvement, de se retrouver de temps dans les problèmes brûlants du pays. Et c'est en se donnant la main qu'on peut trouver la solution à nos problèmes. Et nous avons vraiment demandé à ce que ces activités soient démultipliées au niveau de la base. Dans les prochains jours, l'espoir est permis de voir les populations de Boké s'investir pleinement dans la préservation de la paix et la quiétude sociale dans cette localité. Financement du PNDES, le PNUD aussi compte contribuer à hauteur d'1 million de dollars pour un départ. L'annonce a été faite au cours de la restitution à Conakry des acquis de la réunion du groupe consultatif récemment tenue à Paris. Il vous souviendra que cette réunion de Paris a permis à notre pays de décrocher 21 milliards de dollars d'intention de financement du même PNDES. Compte rendu Memouna Bella Diallo.
Cette rencontre a pour objectif de faire une restitution de la réunion de Paris sur la mobilisation des fonds alloués au Plan national de développement économique et social, PNDS. Une occasion de rappeler les projets phares d'investissement public et le cadre de mobilisation des ressources financières présentés aux partenaires de la Guinée. Pour une première fois en Guinée, nous avons une enveloppe de 52 projets structurants que nous classons comme projets à maturité élevée, donc on peut mettre en place d'ici 2020. C'est des projets pour lesquels nous avons suffisamment d'informations pour les transformer en projets bancables dans l'immédiat. Nous saluons aujourd'hui l'effort du gouvernement de montrer par l'exemple en disant qu'ils vont contribuer pour un montant de 3 millions dans ce programme de renforcement de capacité. Nous comprenons aussi que des dispositions sont prises afin de pouvoir booster l'absorption des ressources, ce qui va motiver aussi les partenaires à pouvoir débourser et concrétiser leurs annonces en termes de déboursement. Devant les cadres de l'administration publique et les partenaires au développement, le conseiller à la présidence de la République met l'accent sur les secteurs stratégiques du développement de notre pays. Nous devons certainement investir pour la transformation de l'économie guinéenne dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'agriculture. Et nous devons aussi mobiliser notre potentiel minier et le développer en synergie avec le reste du développement économique de la Guinée. La coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée a affirmé la disponibilité de son institution à poursuivre l'accompagnement technique et financier de la Guinée. Et puis le document sur l'étude nationale des violences basées sur le genre a été validé à Kindia. Ce document a pris en compte toutes les stratégies et les plans d'action à mettre en place afin de lutter efficacement contre les violences à l'égard du genre. Reportage Adi Kamara. Ce document, déjà validé ici à Kindia, traite de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Ce sont les résultats d'une enquête menée en 2016. Ici, les experts ont mis l'accent sur les valeurs culturelles coutumières qui restent encore profondément ancrées dans le comportement des populations, surtout en milieu rural. Il y a déjà une prise de conscience depuis 2009 et il y a des actions concrètes qui sont posées. Il s'agit de renforcer ce qui est fait et les gaps qui ont motivé la prise de conscience et qui sont en train d'être éclairés avec l'assistance, notamment tous les participants, d'attirer davantage l'attention de tous les partenaires au gouvernement guinéen qui interviennent dans ce secteur-là. Selon les résultats de cette étude nationale, près de 29% des femmes ont subi au moins une forme de violence sexuelle et 18% des hommes ont subi également cette forme de violence, tout en rappelant qu'il y a des violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques. Au regard du caractère transversal donc, de la question de lutte contre la violence basée sur le genre, la stratégie porte essentiellement sur la sensibilisation, mais aussi sur l'éducation des communautés sur ces questions-là. En plus de ça, vous avez l'aspect légal, la poursuite judiciaire des auteurs. Cette étude a mis en évidence 8 types majeurs de violences basées sur le genre, autres que les mutilations génitales féminines excision, qui sont perpétrées en Guinée avec une prévalence cumulée de 92% chez les femmes de 15 à 64 ans. Au fil du temps, il s'est vite avéré que cette enquête de 2009 n'avait pris en compte certaines dimensions telles que la dimension violence basée sur le genre au sein des forces de défense et de sécurité d'une part et en milieu carcéral d'autre part, malgré les effectifs croissants de femmes et les indices de violence rapportés de plus en plus dans ces milieux. Ces cadres réunis ici à Kindia se sont familiarisés avec les outils qui devraient leur permettre de renforcer et de décentraliser le dispositif institutionnel et doter les services de sécurité des moyens humains, financiers et logistiques indispensables à la mise en œuvre de leur mission de prévention et de répression des violences basées sur le genre.
Un mot de santé dans ce journal. La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil, s'intensifie. Le comité de pilotage de cette lutte était récemment en conclave pour planifier les activités à mener en 2018. Mais avant, il a été présenté aux différents partenaires engagés dans la lutte, les efforts et les progrès réalisés sur le terrain. Reportage Saamara Tonno. Le comité de pilotage de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine se retrouve. Ces chercheurs et planificateurs passent en revue toutes les activités réalisées dans la lutte contre cette maladie durant l'année 2017. Sur le plan médical, des avancées significatives ont été notifiées. Aujourd'hui, nous allons présenter effectivement toutes les activités qui ont été réalisées de 2016 à 2017. D'une part. Après cela, les partenaires vont intervenir pour nous présenter quand même l'appui qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils ont pour la Guinée. Et ensuite, le comité de pilotage va se réunir pour faire la programmation des activités de 2018 par rapport à ce qu'on attend des partenaires. Alors, il y a eu des avancées effectivement très intéressantes, notamment la Guinée est un des premiers pays à avoir utilisé une stratégie de lutte antivectorielle, donc d'essayer de diminuer les densités de mouches tsetse qui transmettent la maladie. Et donc, le programme a mis en place des stratégies de lutte contre ces glossines avec des petits drapeaux bleus et on a vu que c'était très efficace parce que dans les zones où ces écrans imprégnés d'insecticides ont été déployés, aujourd'hui on a beaucoup moins de malades. Malgré ces progrès réalisés, la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil persiste encore dans certaines localités du littoral comme dans les préfectures de Bofa et Fourikaria. Des défis que tous les acteurs de la lutte s'engagent à relever en 2018 à travers de nouvelles stratégies. La plateforme, l'année 2018, va essayer d'appuyer, d'accompagner le programme national dans la réalisation de l'essai clinique sur une nouvelle molécule, l'oxaborole. Et cet essai clinique aura lieu à Dubreka. C'est le site de Dubreka qui a été retenu. Les structures dans lesquelles nous intervenons, que ce soit dans le foyer de Bofa, de Dubreka, de Fourekaria, le personnel des structures hospitalières, des structures de santé a bénéficié de renforcement de capacités pour pouvoir traiter, dépister et traiter les cas. Donc tout ça avec l'appui de l'OMS et maintenant il y a beaucoup d'autres partenaires qui arrivent et c'est vraiment ce que nous souhaitons. Les prochains jours, ces spécialistes de la santé engagés dans la lutte contre cette maladie se rendront dans les localités endémiques pour le dépistage des cas de maladie. L'installation des drapeaux bleus pour l'élimination de la mouche CC, principal agent vecteur de la maladie, est aussi annoncée. Mine à présent, la propriété réelle des industries extractives, c'est un nouveau concept sur lequel le comité de pilotage de Lithio-Guinée communique actuellement. Il vient de réunir les cadres du ministère des Mines et les acteurs de ce secteur pour les informer et les sensibiliser à propos de ce nouveau concept. Reportage Lancé Koulibaly. Les revenus tirés de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières profitent-ils aux communautés riveraines? Les populations sont-elles informées des activités des entreprises extractives? Ces questions étaient au cœur des débats de l'atelier portant sur la propriété réelle des industries extractives. Cette rencontre, initiée par le comité de pilotage de l'initiative de transparence dans les industries extractives, a mobilisé les acteurs évoluant dans le secteur. L'objectif étant de divulguer ce nouveau concept pour permettre aux parties prenantes de se l'approprier. Après plusieurs scandales à travers le monde, après certaines informations qui ont été révélées et mises sur la place publique, on s'est rendu compte que les populations des pays riches en ressources naturelles souffraient du fait que certaines personnes, en raison de leur position administrative très élevée, profitaient de ces positions pour pouvoir s'enrichir sur le dos de ces populations en s'attribuant des permis miniers. Donc cet atelier vise à informer toutes les parties prenantes qui s'intéressent ou qui sont concernées à l'activité minière. Ça permet surtout de savoir ce que les sociétés minières qui évoluent sur le terrain payent
n'est-ce pas, à l'État guinéen, et ça permet également aux bénéficiaires, c'est-à-dire les communautés, de déterminer ou d'identifier également ce qu'elles reçoivent de la part de ces sociétés minières et de faire une confrontation de ces données pour qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion de nos ressources minières. Les communications des experts suivies de débats ont permis de mieux cerner tous les aspects liés au processus ITIE. J'invite le comité de pilotage et le secrétariat exécutif à continuer, disons, cette sensibilisation, notamment au niveau des entreprises minières, pour que celles-ci puissent comprendre effectivement l'importance de cette divulgation et qu'au terme, la Guinée puisse avoir une loi, non seulement qui s'impose au secteur extractif, mais aussi une loi qui peut s'imposer à l'ensemble des activités économiques de notre pays. La démarche vise à lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Les acteurs du présent atelier ont regretté l'absence de la quasi-totalité des entreprises extractives et les communautés concernées par cette thématique d'actualité. La sous-préfecture de Mambia bénéficie encore d'une nouvelle infrastructure scolaire et d'un lot d'équipements, une action de la société Roussal CBK qui poursuit sa contribution au développement des communautés riveraines de sa zone d'exploitation minière. Reportage Bernard Tanguino. Depuis plus de 15 ans, la pratique est devenue une tradition pour la société Roussal CBK. Des écoles des communautés riveraines sont dotées en kits scolaires et pédagogiques. Cette année, c'est au tour du nouveau lycée construit par la société de recevoir un lot de fournitures et des équipements pédagogiques pour le personnel enseignant. Aujourd'hui, comme les années précédentes, nous réaffirmons notre volonté que le CBK ne lésinera pas sur les moyens pour apporter son soutien au système éducatif dans sa zone de présence. J'espère qu'en bénéficiant de cette aide en fourniture, vous pourrez vous concentrer sur les études et obtenir d'excellents résultats. Je souhaite que vous fassiez la fierté de votre gouvernement, vos écoles et vos parents, en allant jusqu'au bout de vos études. Toutes ces actions réalisées par la CBK dans son volet social traduisent éloquemment la volonté de leurs excellences, Monsieur le Président de la République de la Russie et de Monsieur le Président de la République de Guinée, à faire du secteur minier un secteur responsable qui impulse le développement local par la disponibilité des services sociaux de base et de réduction de la pauvreté. Le lycée de Débélé bénéficie d'un nouveau bâtiment de 6 classes construit par la société Roussal CBK. Coût de réalisation 1,3 milliard de francs guinéens. L'infrastructure vient accroître la capacité d'accueil de l'établissement. Un établissement dont le personnel enseignant s'est dit satisfait de l'appui régulier de la société Roussal CBK. La CBK a toujours fait effectivement cette remise. C'est grâce à cette remise que nous avons fait effectivement démarrer l'école, le lycée en 2015. Et si aujourd'hui, la compagnie la vient encore pour cette remise, vraiment nous sommes très satisfaits. Ça nous permet effectivement de travailler dans les bonnes conditions, surtout dans nos évaluations. Autre appui de cette société minière à la communauté riveraine, le don de matériel de bureau pour les sous-préfets de Mambia et Fligiagbe. Composé de kits informatiques, le matériel vise la modernisation et l'amélioration de l'administration locale. Douane nationale, une tentative de fraude liée à la falsification de quittances vient d'être déjouée grâce à la vigilance des agents de service de contrôle et de surveillance. 3 présumés faussaires ont été interpellés. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. 2 documents à vue d'œil authentiques, mais en réalité l'un est un faux. Il s'agit d'une quittance libératoire de marchandises qui a été falsifiée par un transitaire bénévole.
Avec l'aide des prestataires d'un centre informatique, le faussaire a réussi à reproduire la vraie quittance délivrée par la douane après avoir gonflé les montants. C'est au point de la dernière vérification des documents au service de contrôle et de surveillance de la douane nationale que la tentative de fraude a été déjouée grâce à la vigilance des agents. Il a pris les documents originaux que la douane a livrés. Il allait voir un prestataire informaticien qui a saisi ces documents sur le scanner et il a pris l'image qu'il a traitée et il a sorti un document original falsifié. Interpellés par les services douaniers, 2 des 3 personnes mises en cause reconnaissent les faits. C'est mon frère qui a mis le dossier. Il m'a donné son dossier, mais il m'a donné les frais. Il n'y avait pas de prestations. Comme la manière qu'on travaille ici, c'est pas facile. J'ai parti chez les gens là. Je l'ai montré ma quittance, soi-disant, je veux qu'il augmente un peu. Il a augmenté une somme de 200 000. Ce Michel, il est venu chez nous pour scanner ça, qui est d'augmenter le montant. On a juste augmenté le montant et on l'a donné. Maintenant, je regrette aujourd'hui ce qu'on a fait. Eux, ils ont reconnu que c'est eux deux qui ont fait ça. Moi, je ne sais même pas si ça existait. Donc, si c'est le degré de participation qu'on me demande dans ça, je dis c'est 0. Cette interpellation intervient pendant que la cherté des frais de dédouanement est pointée du doigt dans le pays. D'où cette invite en direction de l'ensemble des transitaires et des importateurs. Chaque fois que ces prestataires-là, ces transitaires-là sortent un dossier, ils ont une quittance libératoire de 4 millions, ils sont capables d'aller chez les prestataires pour augmenter ça en 2 fois pour donner 8 millions et ils vont demander 8 millions aux importateurs. Donc je voudrais saisir cette occasion pour demander aux importateurs désormais que quand on vous donne un document, regardez de près d'abord la véracité de ce document. Les soldats de l'économie nationale promettent plus de vigilance dans la lutte sans merci, engagée contre toute forme de pratique illicite dans le circuit douanier. L'actualité nationale, c'est aussi ce nouveau rapport produit par l'Institut national de la statistique, l'obtention par l'Université de Fulaya d'une chaire UNESCO pour le réchauffement climatique et la protection de l'environnement et bien d'autres nouvelles. Vous l'avez compris, il s'agit de votre rubrique La Guinée en bref, une compilation signée Fatimatou Diallo. L'Institut national de la statistique vient de produire un document. Il permet de mesurer le taux des différents besoins de développement. Il est validé au cours d'une rencontre entre les cadres du ministère du Plan et des partenaires au développement. En élaborant des indicateurs de fragilité, en suivant les indicateurs de fragilité, donc ensemble nous arriverons à voir quelle est l'évolution de la fragilité dans notre pays. L'objectif, c'est de partager ce document aux acteurs concernés afin qu'ils apportent leur grain de sel et pour l'amélioration du document. Des jeunes fraîchement sortis d'université suivent un stage à Conakry sur les techniques nationales d'archivage. Ces futurs archivistes vont poursuivre ce stage durant 3 mois. Ils sont soutenus par l'ambassade de France. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir des archives sans la conservation numérique, qui nous permet aussi d'avoir une meilleure diffusion extérieure, puisque aussitôt que vous êtes en ligne, vous pouvez être consulté à Cancan, à la baie, mais aussi à Washington, voyez, à Sao Paulo ou à Auckland. Donc c'est fondamental de passer cette révolution numérique, y compris pour les archives nationales. L'université de Kindia se dote d'une nouvelle filière. Chaire UNESCO pour le réchauffement climatique et la protection de l'environnement. L'annonce a été faite récemment au rectorat de l'institution. Cette nouvelle filière sera animée par le comité national de l'UNESCO en partenariat avec les cadres. La chaire UNESCO est une structure qui permet aujourd'hui de créer un jumelage entre les universités du Sud et du Nord. Donc c'est un élément essentiel qui permet de faire la recherche.
La lutte contre l'insalubrité est le cheval de bataille de l'Organisation catholique pour la promotion humaine, OCPH. Soutenue par l'USAID, elle a organisé une journée de mobilisation sociale à Matoto. L'initiative vise à débarrasser la capitale de ses immondices. Désormais, les acteurs impliqués entendent conjuguer les efforts à travers la communication et la sensibilisation des populations. Du nouveau dans les programmes de la télévision nationale, une série africaine de 200 épisodes de 26 minutes chacune. Dénommée Les Délices de l'amour, elle sera disponible sur la RTG à partir de janvier. C'est une série africaine de 200 épisodes. Et contrairement aux séries que nous envoyons ou bien nous diffusions sur la chaîne qui étaient des séries novelas de production mexicaine ou brésilienne. La RTG est engagée dans la recherche de partenaires, de bons partenaires. Il se trouve que BGCOM est un partenaire qui existait déjà dans cette maison et qui vient aujourd'hui renouveler son amitié à la RTG avec dans sa mallette une série africaine. J'insiste sur le mot série africaine parce que l'une des importances qu'on attend de la diffusion des séries sur notre télévision, c'est bien entendu le renforcement de notre culture. L'on prépare activement les fêtes de fin d'année. Le magnifique éclairage de Conakry annonce déjà l'imminence de ces fêtes. Une luminosité qui fascine plus d'un citoyen. Une véritable révolution d'embellissement comme à Kassa, vous allez le voir. Et c'est là-bas d'ailleurs, sur les îles de Los, que Mathurin Bangoura, le gouverneur de la ville de Conakry, est allé lancer la 2e édition de Conakry Ville Lumière. Moussa Bangoura. Des feux d'artifice illuminent le ciel de Conakry. Ils annoncent les couleurs de la 2e édition, Conakry Ville Lumière. Cette année, la sous-préfecture de Kassa est à l'honneur. L'idée est de faire briller la ville pour apporter plus de joie dans le cœur des populations de la capitale. Contrairement à l'année précédente, cette fête de la lumière est célébrée simultanément dans les 5 communes. Ça et là, Conakry est en fête. Nous nous sommes inspirés de ce que les autres font. Quand vous partez en France, je prendrai Lyon, que je connais. Lyon fête la fête de la lumière le 8 décembre. Dans certains pays, c'est le 8, le 2, le 3, le 4, jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc nous nous sommes dit que la Guinée, pour le cas de Conakry, c'est à partir du 20 décembre. À l'image de Kassa, partout dans les autres communes de Conakry, des concerts géants sont organisés pour égayer le public mélomane. Cadres de l'administration, jeunes et femmes ont tous effectué le déplacement pour rendre la fête belle. Et regardez comment c'est illuminé. Mais c'est de l'aubaine. On ne peut que remercier. Nous étions oubliés par le passé. Mais on voit maintenant que les îles de Los commencent à sortir de l'ornière. Ce n'est pas seulement Kassa. Vous avez les autres îles, c'est-à-dire Fotoba, Roum, Rogban, Ebom, et ainsi de suite. On remercie très sincèrement le président de la République pour pouvoir choisir un gouverneur qui a une vision pour égayer cette population, pour que les fêtes de fin d'année ne soient pas des jours passés comme ça, mais que ce soit réellement une fête grandiose, une fête que chacun peut avoir son compte. Une cérémonie à double facette, où des livres sont aussi distribués par le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, aux spectateurs, afin d'encourager la lecture. Le lycée Amadou Matarmbo de Kamsar est rénové. Un ancien élève de cette école a jugé nécessaire de faire changer de physionomie à l'école qui, à un moment donné, a servi à sa formation. Un acte de patriotisme hautement apprécié par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed III Kamara.
La cité de Kamsa était gourmande du monde ce week-end en cause la remise du lycée Amadou Matarumbo, complètement rénové grâce à la volonté d'un ancien élève de cette école. Ce lycée qui a accueilli les enfants des premiers cadres et ouvriers de la CBG a vu ses activités démarrer avec les premières tonnes de bauxite de cette compagnie en 1973. Avec le temps, la nécessité d'opérer des retouches sur ces installations s'imposait. Monsieur Ibrahima Khalil Magasouba, ancien élève de Beau, président de la Fondation Mix Sécurité et Expertise Hydrocarbures, ayant constaté avec regret la dégradation poussée de ces bijoux de 1973, a répondu favorablement à la requête de la direction du lycée par une innovation des infrastructures. Pour moi, il faut créer un environnement attractif pour les enfants qui les permettent de venir à l'école et compétir aussi à part égale, au niveau égal avec les autres écoles privées. Cette cérémonie a mobilisé anciens élèves, enseignants et autres invités de marque venus témoigner leur reconnaissance à l'initiateur pour cette œuvre utile. J'ai effectué le déplacement pour venir témoigner à l'endroit de tous les Guinéens, de tous les amis de la Guinée, pour dire qu'en Afrique, nous devons apprendre à nous, je vais les encourager nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui vont quitter ailleurs pour venir nous dire ce que nous devons faire. Nous devons reconnaître les bienfaits par nos compatriotes. Les autorités en charge de l'éducation nationale saluent cette volonté qui vient en appui aux efforts du gouvernement. Il a mis ces fonds, donc nous l'encourageons et c'est un acte de patriotisme très important. Et j'espère que d'autres vont suivre sa voie aussi. Et autre chose que j'ai souligné tout à l'heure à l'endroit des responsables de l'école, des élèves, c'est maintenir ces infrastructures dans de bonnes conditions, les entretenir pour qu'on n'ait pas encore à redépenser de nouveau pour juste rénover. Les artistes également ont joué leur partition lors de cette cérémonie inaugurale. L'école de santé Les Sauveurs livre sur le marché de l'emploi des infirmiers et des sages-femmes d'État. Ils sont au total 64 diplômés de 2 promotions différentes à avoir reçu leur diplôme de fin d'études. Cette nouvelle génération, composée de la 3e et de la 8e promotion de cette école de santé, se dit prête à affronter le marché de l'emploi après un cursus bien rempli. Reportage Tabansila. Lorsqu'un médecin se trompe, c'est un infirmier qui corrige. Mais quand un infirmier se trompe, c'est le patient qui meurt, dit-on. Cette assertion reste un sacerdoce pour ces infirmiers et sages-femmes d'État qui reçoivent leur diplôme après un cursus bien rempli. Aujourd'hui, je suis sage-femme d'État. Et je remercie le fondateur qui a participé à ma formation, mes encadreurs, mes professeurs, plus précisément ma famille qui m'a soutenu tout au long de cette formation. Je suis prêt à affronter le marché d'emploi. Je remercie mes encadreurs, je remercie tout le monde. Former des infirmiers et sages-femmes diplômés d'État, des techniciens de laboratoire, des préparateurs en pharmacie, restent des missions que se donne l'école de santé Les Sauveurs, premier établissement privé spécialisé du secteur. Former des agents de santé, c'est plus qu'un impact, parce que justement avant qu'on ouvre cette école, la seule école publique qui formait les infirmiers d'État, les sages-femmes, entendez les cadres au niveau du ministère de la Santé, c'était l'école publique de Kindia, qui sortait à peine 150 à 200 agents par année. Alors que la faculté de médecine de Gamal sortait 1000, 2 fois même 1500 médecins par an. Donc c'était un défi. Depuis l'avènement de la 3e République en 2010, l'enseignement professionnel a occupé une place de choix en Guinée. Un défi pour les autorités du secteur éducatif d'apporter des formations techniques à ceux et celles n'ayant pas atteint l'université. La cérémonie a enregistré la présentation d'un sketch sur la consultation prénatale, une thématique pleine de sens qui a retenu toutes les attentions.
Et on termine avec votre rubrique rétrospective. Cette année, la crise migratoire n'a échappé à aucune rédaction au monde. Ici à la RTG, nous y avons consacré plusieurs sujets. Des images de retour au pays de jeunes immigrants, des efforts de sensibilisation et de réinsertion, mais également des images de décision et de prise de position ferme des chefs d'État sur le scandale en Libye. Voici pour vous notre sélection de quelques bouts de passage dans ce best-of de la rédaction. Suivi. Il est 2 heures du matin lorsque cette compagnie libyenne a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. À son bord, 243 jeunes Guinéens. Ils rentrent au pays après leur rapatriement. Ici, ils sont soumis aux procédures de profilage. Là où je suis comme ça, je suis tellement déçu, sans quoi il y a nos frères guinéens qui sont restés sous l'eau là-bas, dans la Méditerranée. Ainsi avec ça aussi, c'est Dieu qui a voulu. Moi personnellement, j'ai été séquestré dans une prison au plein désert. J'ai fait 4 mois là où on me branchait au courant. Voilà, on me branchait au courant. Vraiment, nous sommes venus personnellement, mais il y a les autres. Nous demandons à l'autorité guinéenne de faire un effort, aller sauver nos amis. Du rêve au cauchemar, c'est l'intitulé de cette 2e édition de la bande dessinée du caricaturiste guinéen Youssouf Ben Bari Oscar. La bande dessinée est devenue de nos jours un puissant moyen de communication en vue de sensibiliser les jeunes Guinéens sur les dangers liés à l'immigration clandestine. Quelques jours après le reportage de la chaîne CNN sur le traitement inhumain des immigrés clandestins sur le sol libyen, les langues se délient chez les autorités du gouvernement d'Union nationale de la Libye. Le chargé d'affaires de son ambassade à Conakry s'associe à tous les peuples épris de paix, de justice et d'égalité pour condamner cette pratique qui est selon lui contraire à la culture, au patrimoine du peuple libyen et aux préceptes de l'islam. est une opération qui est criminelle, condamnée par le peuple libyen. C'est des groupes bandits, locaux comme internationaux, qui font ça. Sous la pression de la crise migratoire, des mesures sont annoncées pour endiguer le fléau. Nous entendrons le président en exercice de l'Union africaine dès le début de ce journal. Face aux événements tragiques sur le territoire libyen, nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains. Et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Et ensuite, les différents pays doivent mettre en place des forces spéciales, chargées spécialement de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Enfin, nous devons tous nous organiser pour saisir les comptes de ces trafiquants en Afrique, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. L'immigration irrégulière touche de nombreuses familles en Guinée. Selon l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, plus de 5000 jeunes Guinéens se trouvent actuellement à Libye. Mamadou Wouri, lui, est revenu de sa mésaventure il y a 2 mois. Wouri a passé 6 ans à Tripoli avant d'accepter le programme de rapatriement volontaire de l'OIM. Aujourd'hui, il suit une formation en création d'entreprise. Je compte être un entrepreneur et puis surtout m'exercer à ma profession parce que je suis infirmier d'État. Parce que quand j'exerce ici, c'est ici que j'ai la dignité donc, et le plus grand respect. Avec une enveloppe financière de 65 millions d'euros, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de réinsertion sociale des jeunes victimes de l'immigration clandestine.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, ouvre un nouveau front pour atténuer l'immigration clandestine. L'approche consiste à mettre à contribution les leaders religieux dans la lutte contre le départ massif des jeunes vers l'inconnu. La parole du religieux a beaucoup de poids. Donc nous estimons, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière, qu'il est indispensable d'associer les leaders religieux, mais pas que, communautaires aussi, à cet effort de sensibilisation. Nous essayons de leur donner le vocabulaire nécessaire pour comprendre déjà la migration, ce que c'est, quels sont les dangers de la migration irrégulière, quels sont les messages qu'il faut passer aux communautés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très heureuse de vous servir pendant ces quelques jours. Je vous dis à bientôt sur votre télévision nationale. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie. Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau,